Je vais vous présenter effectivement quelques arguments qui contre l'avis numéro 86 du comité consultatif de bioéthique. Je me rends bien compte que ce n'est pas confortable de recevoir ces arguments si on n'a pas pris connaissance par soi-même au préalable du texte qui va faire l'objet de la critique. Je vous invite à le consulter, il est public. Voilà, et c'est vrai que vous verrez, allez lire aussi celui sur l'assistance sexuelle, c'est une autre perle du même acabit. Je le dis parce que nous avions à l'époque aussi réagi fortement à cet avis-là. Alors, il y a plein de choses qui ont été dites ce matin et la critique est longue. Donc j'ai essayé de faire une sorte de serrer dans ma tête des arguments qui pouvaient encore peut-être venir donner un complément d'information, parce que c'est vrai qu'on a évoqué déjà tout à l'heure, et ça fait partie de la critique que nous avons vis-à-vis de ce texte, tous les termes élaborés, vulgarisés pour édulcorer et invisibiliser la violence de la GPA à l'égard des femmes exploitées pour leur capacité reproductive, donc des mères, je le redis bien, donc ici on est bien dans l'exploitation des femmes, mais en tant que mères. Voilà, vous savez, dans le texte, si vous le lisez, vous verrez qu'en tout cas, le mot mère disparaît au profit de femmes gestatrices, et on ne parle plus de clients, mais de parents d'intention. Les définitions y sont orientées. Vous verrez que, par exemple, dans la vie, la GPA est définie comme la pratique par laquelle une femme porte un embryon, puis un fœtus, et poursuit la grossesse jusqu'à la naissance de l'enfant, avec l'intention de transférer ensuite tous ses devoirs et droits parentaux aux parents d'intention. Donc une définition qui concerne uniquement la mère porteuse, c'est l'actrice de la pratique, qui prendrait l'initiative de cette grossesse pour le plaisir d'autrui. Alors celles et ceux qui me connaissent savent que je suis une grande défenseur de la conceptualisation du monde en termes de rapports sociaux. Et s'il n'y a pas de rapport social, donc de rapport antagonique, de rapport d'intérêt antagonique qui apparaît, alors que pourtant il est fondamental dans ce genre de pratique, comme par ailleurs dans la prostitution et autres. Donc voilà, les parents, donc on n'a plus de commanditaire, on a des parents d'intention, on n'a plus de mère, on a une gestatrice. Et un élément qui, Anna Louana, qui fait partie, donc qui est une des coprésidentes de la SIEMS, en parle très bien en ces termes. Un des éléments qui nous est également constamment renvoyé au visage en tant que féministe et qui figure dans le texte, eh bien c'est un argument vraiment qui participe au backlash contre les femmes et les mères, c'est de présenter la GPA comme étant progressiste, en lui qualifiant, en lui associant le qualificatif d'éthique. Je ne vais pas détailler ici, mais comme vous le savez, on a reçu un ensemble de qualificatifs, tous plus désagréables les uns que les autres, et évoquer ça, c'est souvent recevoir un ensemble, on est dans l'anathème, et donc toute personne qui oserait remettre en question cette pratique se voit qualifiée de nazi. Alors avant, on recevait féminazi, on ne le reçoit plus, mais c'est bizarre, parce que en fait, ça pourrait être ça. Donc, voilà. On l'a dit tout à l'heure aussi, il y a toute une sorte d'ajout de mots tels que éthique et compagnie pour essayer de faire passer tout ça comme une lettre à la poste, alors qu'en fait, pour nous, effectivement, la GPA relève vraiment de cette violence reproductive exercée à l'égard des femmes et des mères. On voit aussi dans cet avis que le comité prend fait et cause pour le seul parti des clients et à aucun moment ne prend en considération la condition des mères porteuses, en ignorant les grossesses, les risques que comportent les grossesses. Madame Parlot en a parlé très bien tout à l'heure. Et Véronique Laurent, qui est une journaliste qui travaille pour le magazine Axel, le magazine féministe Axel belge, avait d'ailleurs interviewé l'un des membres du comité à ce sujet, à la sortie et à l'émission de cet avis, un avocat qui avançait ceci, ce que je trouve assez énorme. Il disait la question médicale dépassait ses compétences, certes. Il dit, mais il est fort de dire qu'une grossesse est en soi une mise en danger. Lors d'un prélèvement d'organes, il y a des risques pour le donneur. S'engager dans un processus de GPA n'est pas un acte anodin, mais il est encadré. Et je ne peux pas considérer que la grossesse mette en jeu la vie. C'est un argument curieux, et il ne me semble pas qu'il y ait sur ce point une particularité de la GPA versus n'importe quelle grossesse. Voilà, dans cet article qui est très intéressant d'ailleurs, parce que ça donne vraiment la parole, ça fait un point et un contrepoint. Vous avez d'ailleurs Madame Barlow qui est interviewée, je vous renvoie à cet article, il est disponible également sur le net. Alors, si je devais aussi relever d'autres arguments, on pourrait voir également qu'on a toujours la mobilisation à la protection de la dignité humaine pour créer l'illusion d'une pratique socialement
acceptable, avec effectivement une confusion des registres, puisqu'on va mettre sur le même plan GPA, contraception et IVG. Nous n'avons eu de cesse aujourd'hui de voir à quel point nous étions dans des situations et des cas différents. Et alors, on a toujours évidemment une réduction de cette pratique à un choix. Ça, c'est une grande tendance de l'époque néolibérale, c'est-à-dire que pour dépolitiser les choses, il suffit en quelque sorte de réduire les dominations à de belles histoires. Vous connaissez, dans le cas de la prostitution, nous avons Pretty Woman. Alors, ça n'existe pas, Pretty Woman, mais donc dans le cas de la GPA non plus. Il y a peut-être 2-3 cas, mais enfin, c'est assez réduit. Et donc, on a toujours une réduction, évidemment, à des choix, à des belles histoires ou à des goûts. En fait, les femmes auraient des goûts pour faire la GPA, et ça transparaît effectivement dans tout ce texte. On a parlé tout à l'heure de l'indisponibilité et compagnie. On a parlé aussi de l'instrumentalisation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à tout ce qui est intérêt supérieur de l'enfant. Myriam Medjatou l'a bien détaillé. Et enfin, il y a quand même un élément qui me semble tout à fait problématique. Enfin, c'est la recommandation de l'exécution forcée des contrats en faveur des commanditaires. Alors, les experts, en fait, qui sont mobilisés dans ce comité, eh bien, ils regrettent que le gouvernement belge ne reconnaisse pas les contrats de la GPA. Cette pratique n'étant pas réglementée, les contrats sont donc nuls. Et ils citent l'arrêt numéro 56-2023 du 30 mars 2023 de la Cour constitutionnelle, paragraphe B4, qui précise que, bien que la gestation pour autrui ne soit pas réglementée en droit belge, elle est pratiquée de facto. En revanche, le contrat destiné à lier les parties impliquées dans une GPA, par exemple concernant la remise de l'enfant à la naissance, j'ai perdu mes feuilles, au secours, voilà, est illicite. Un tel contrat ne produit aucun effet juridique et ne pourra faire l'objet d'aucune exécution forcée. Et l'avis commente cette citation de la façon suivante. Il dit « Cette affirmation n'est accompagnée d'aucune explication et d'aucun développement. Elle ne va cependant pas de soi. » Alors, que fait le comité ? Eh bien, il se place ouvertement en faveur d'une exécution forcée des contrats et, semble-t-il, dans le seul but de protéger les clients, dans le cas où la mère porteuse ne fournirait pas l'enfant en décidant de le garder. Par contre, il n'y a pas d'exécution forcée dans le cas où les commanditaires refuseraient de prendre en charge l'enfant recommandé. Et comme vous le savez, eh bien, rien n'est moins sûr que d'avoir un bébé parfait à la naissance, puisqu'il est à quantité... on peut avoir un enfant d'ailleurs, enfin Madame Barlow le dirait mieux que moi, on peut avoir des grossesses avec un enfant en bonne santé, et puis c'est l'accouchement qui fait que l'enfant sera porteur d'un handicap. Voilà, alors on a aussi dans ce texte le fait de louer la GPA et de dénigrer l'adoption. Myriam Medjatou en a parlé également tout à l'heure. C'est un avis aussi qui qualifie la GPA d'option reproductive parmi d'autres. Ça, Madame Morel en a touché un petit mot également tout à l'heure. Et puis, ça présente la GPA comme étant un modèle de parentalité, exactement comme un autre également. Le rapport nous semble donc totalement de parti pris, puisqu'il n'y a aucune remise en question de la GPA comme pouvant être une pratique à la fois dangereuse et répréhensible. Il est exclusivement formulé en faveur des clients et donc du marché. Il ne prend jamais en compte l'ensemble des parties prenantes à la procédure, en particulier des mères porteuses et des enfants qui en naissent dont l'intérêt supérieur n'est jamais d'être évidemment échangé contre un chèque, et ça, Madame Morel l'a tout à fait bien expliqué et exemplifié. En fait, cet avis pourrait être qualifié de cas d'école néolibérale en faveur de la GPA, puisque le curseur a été amplement poussé en faveur de la libéralisation de la GPA, et ça risque fortement d'orienter évidemment les politiques dans cette position dépourvue d'objectivité. Voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on peut dire par rapport à cet avis que je vous invite à examiner avec les loupes de votre critique en matière féministe, en matière de droits humains et des droits de l'enfant. J'aurais peut-être envie de rajouter quelques éléments, si je peux me permettre, Caroline et Marie-Jo. Voilà, on a parlé tout à l'heure et c'était Mme Tettelbaum qui en parlait, la question du droit à l'enfant. Et je reviens là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on oublie, en tout cas qui n'est plus connu, c'est que avoir un enfant, c'est un droit à liberté. C'est-à-dire que personne ne peut vous empêcher d'avoir des enfants. Donc ça fait partie du registre humain. Et c'est bien heureux parce que vous savez comme moi qu'il y a quantité de populations dont les femmes ont été stérilisées parce que là aussi on a des politiques racistes et compagnie. On estimait que ça ne faisait pas partie de leurs droits. Par contre, avoir des enfants, c'est pas un droit créance. Et donc personne n'a à vous fournir des enfants. Si on en fait un droit créance, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y aurait des débiteurs et des créanciers. Et donc, qui devrait fournir des enfants, évidemment,
aux demandeurs, eh bien, ce seraient les femmes. Alors, il faut dire aussi une chose, c'est que si on fait une législation qui serait accessible aux couples, il n'y a pas de législation, il n'y a pas de raison que cet accès à l'enfant soit dénigré en fait aux femmes et aux hommes seuls. Et il semble qu'actuellement, Anna Louana donnait des chiffres en ce sens, on a eu un glissement donc des demandes par des couples hétérosexuels, des couples homosexuels, et qu'actuellement on est une montée en flèche des hommes seuls célibataires hétérosexuels qui commandent des enfants à des femmes. Le footballeur Ronaldo, cette figure médiatique, en est un exemple, et alors ils en épousent, enfin on est vraiment dans la servante écarlate, ils en épousent une plus jeune, plus mince, pas déformée par les grossesses, et peut-être qu'il va coucher avec une autre. Je ne sais pas, je ne veux pas. En tout cas, ça me donne à penser à ça. Voilà. Alors, terminer aussi, et ça, Madame Kettelbaum le rappelait bien, il faut bien se souvenir d'une chose, c'est qu'anthropologiquement, si les femmes sont dominées, exploitées et oppressées, c'est en fonction du fait de leur capacité reproductive et sexuelle. Françoise Héritier le dit bien, si les hommes se reproduisaient à l'identique et n'avaient pas besoin de passer par un corps de femme, la domination masculine n'existerait pas. C'est bien parce qu'elles ont ces capacités dites exorbitantes qu'elles sont exploitées. Et dans tout ce que nous avons vu ce matin, eh bien, on voit bien que la GPA, en fait, ne fait que consolider par contrat le lien au père pour avoir une volonté en fait de faire disparaître celui de la mère. Donc je ne vois pas en fait de manière plus extraordinaire et plus géniale de renforcer en fait le patriarcat qui est bien non pas le pouvoir des hommes mais le pouvoir des pères. Voilà. Merci. Je vous invite. Il y a encore je crois que la pétition est encore signable. Donc vous pouvez vous rendre sur le site. Et puis, j'avais fait une petite interpellation tout à l'heure à Erlindis, je vais retirer mes lunettes parce que je ne vois plus, Erlindis qui est là, Erlindis Mustermans, qui fait partie du NVR, du Nederlandstalige Vrouwenraad, parce qu'en fait, c'est une matière fédérale. Et je pense que là, c'est vraiment... alors, je sais que tu n'es pas décisionnaire, Erlindis, mais je pense qu'on doit retravailler avec les Flamandes, parce que effectivement, les législations et les législateurs flamands ont bien plus de poids que le législateur francophone dans notre pays. Et je pense qu'on devrait vraiment essayer de retravailler ce dossier. Et si c'est nécessaire chez nos consoeurs et nos confrères flamands, on est à disposition, évidemment, pour aller présenter les arguments. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. J'en remercie Caroline qui a fait tout ce travail au nom de son mandat de membre de l'AG de l'Université des femmes. Voilà. Je remercie aussi Marie-Joseph d'être venue de Paris, toutes les intervenantes, Nivine également qui a largement contribué et voilà, restons mobilisés pour maintenir les droits des mères et les droits des enfants. N'oubliez pas de signer la pétition. Aujourd'hui, la pétition a recueilli 1100 signatures. 1100 signatures, dont 187 exactement signatures d'organisation, ce qui est assez conséquent. Donc, il y a énormément de signatures venant d'Europe, énormément, parce que le sujet dépasse largement vos frontières belges. C'est un sujet sensible pour tout le monde. Et puis, il y a de plus en plus de signatures provenant de Belgique. C'est-à-dire, on enregistre chaque jour toutes les signatures et il y en a de plus en plus qui proviennent de Belgique. Et ça, c'est merveilleux. Donc, continuez.